Bonjour à toutes et à tous. Bien heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation sur le regard sur le budget fédéral 2022. Donc, Luc va vous présenter ce que l'équipe de la chaire a retenu comme fait saillant de finances publiques et de fiscalité. Petit élément technique avant de commencer, j'ai désactivé vos micros et vos caméras le temps de la présentation de Luc. On va réactiver le tout lors de la période de questions. Vous pourrez alors poser vos questions soit en levant la main ou soit en utilisant la petite bulle de conversation et moi, je relayerai vos questions à Luc à ce moment-là. Donc, sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce budget-là, je passe la parole à Luc. Bonne conférence. Alors, merci beaucoup, Suzy. Pendant que la présentation s'installe, j'en profite pour remercier l'équipe. C'est écrit, le travail est fait par l'équipe de la chaire. C'est important de le souligner car il y a eu beaucoup de lectures de ce budget-là jusqu'à tard dans la nuit et ça a débuté tôt ce matin pour être en mesure de vous livrer ce regard de la chaire sur le budget fédéral. Et on le dit, là, donc peut-être c'est le premier budget qui a vraiment la signature de la ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland, où on sent que plus d'intervention en matière de dépenses, un gouvernement qui veut dépenser davantage, mais où la ministre des Finances a l'intention de protéger les équilibres financiers en augmentant les revenus pour financer davantage de dépenses. Donc, il y a des ancrages budgétaires qui perdurent. On regarde là, en 2026-27, on peut dire qu'on est à l'équilibre budgétaire avec un déficit de 8 milliards sur un budget de 500 millions. Donc, on va décortiquer tout ça. Puis, bien sûr, on va regarder aussi le compte libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. C'est sûr que ça va susciter des discussions aujourd'hui, mais encore pendant plusieurs jours et même peut-être pendant plusieurs mois. Donc, on va décortiquer ça dans la prochaine heure, évidemment, ensemble. Donc, je vais vite, là, mais pour vous dire que dans le fond, là, on a une quinzaine de faits saillants sur les finances publiques et la politique fiscale. Là. Donc, on va revenir sur la croissance économique réelle. On va revenir sur les déficits budgétaires. On entend parler d'inflation, mais pour la poche du contribuable, l'inflation, ça veut dire peut-être difficulté à équilibrer son budget personnel, mais plus d'inflation, ça veut aussi dire plus de facilité à atteindre l'équilibre budgétaire à court terme pour le gouvernement. Donc, le déficit a été réduit pour la même année 2021-22 par rapport à ce qui était anticipé il y a un an à peine. Donc, on n'est pas au retour à l'équilibre budgétaire complet, mais on a un déficit qui représente un tiers de 1 % du PIB à 8,4 milliards. Comme je le disais, il y a une volonté de financer les nouvelles initiatives. Donc, le gouvernement a fait 63 milliards de nouvelles initiatives, mais il en a financé la moitié par des augmentations de fiscalité quand même assez ciblées. Et sinon, pour dire que le ratio de la dette PIB, bien, il est sur le chemin là, de la perte de l'importance en proportion de notre économie. Donc, on va regarder tout ça, économie, finances publiques, mesures budgétaires ou fiscales pour les particuliers, mesures budgétaires ou fiscales pour les sociétés. C'est notre programme pour les prochaines minutes. Donc, l'économie. Bon, qu'est-ce qu'on a à retenir de ce budget-là pour l'économie? Bien, évidemment, le PIB réel, là, donc, si on enlève l'inflation, on s'en rappelle, là, il a connu une chute en 2020, un rattrapage assez bon en 2021, puis on voit là, qu'on a une croissance économique quand même assez soutenue pour 2022 en termes réels. Mais on s'aperçoit que vers la fin de période, on revient bon an, mal an, là, autour de 2 % de croissance économique réelle du côté canadien. Donc, le rattrapage sera fait, puis on le voit bien ici, c'est une image du budget fédéral où on compare les récessions. On voit la ligne en noir, c'est la récession causée par la COVID. C'est la plus prononcée en termes de chute en indice par rapport au niveau précédent la récession, mais aussi c'est celle où le plus rapidement on est revenu au niveau d'avant-récession. Si on compare à la récession de 2008-2009, où le choc avait été plus modeste, mais un peu plus long à retrouver l'équilibre, récession de 82 encore pire, récession de 90 encore davantage. Donc, on compare ça pour dire qu'on a retrouvé notre niveau pré-pandémique du côté du PIB réel canadien.
L'inflation. On en entend beaucoup parler d'inflation. C'est vrai que l'inflation en 2022 sera plus élevée que ce qu'on n'a pas vu depuis 1991 dans un environnement canadien. Cela dit, toute chose étant égale, on parle d'une cible d'inflation pour l'année 2022 de 3,9 %. Donc, c'est haut, c'est en dehors de la fourchette autour de 2 %. Mais si vous regardez pour 2023, on est redevenu à 2,4 %, puis vous voyez les années suivantes, on est vraiment dans la cible là, entre 1 et 3 % d'inflation. Donc, c'est moins intense que certains aimeraient le croire. Donc, quand on parle d'inflation galopante, c'est beaucoup plus modeste. Puis, ça, c'est la prévision des 15 institutions financières mises ensemble qui donnent une moyenne et on s'aperçoit que 2022, il y en aura un peu plus que prévu, mais 2023, on va être retourné presque à la cible. Ça explique peut-être pourquoi le gouvernement fédéral a fait le choix, contrairement à certains gouvernements du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta, à vouloir donner une compensation immédiate aux citoyens en disant il n'y a pas lieu de faire de cette façon-là. Je m'en vais vous montrer un autre indicateur qui était à l'intérieur du budget fédéral. Là, maintenant, on parle à quel rythme va croître le PIB réel, puis on le ramène par habitant. Donc, la croissance du PIB réel, la croissance de la population, ça nous donne la croissance d'un PIB par habitant. Et on montre que dans une série de pays de l'OCDE choisis, le Canada aurait une croissance de son PIB réel par habitant la plus faible. Donc, on ne serait pas un très bon joueur, on serait en deçà, notamment des États-Unis, en deçà de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, dans un contexte comme ça, il va falloir se tourner pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter notre croissance du PIB réel. C'est une façon de parler de l'augmentation du niveau de vie. Donc, ça faisait le tour du premier point qu'on voulait aborder avec vous, qui était l'aspect économique. Maintenant, on va aller voir l'aspect finances publiques. L'aspect finances publiques, comme je l'avais dit un peu d'entrée de jeu, avec l'inflation, pour l'année 2020-2021, on va prendre une année en particulier, on va comparer 3 estimations du gouvernement pour cette même année-là. Pour l'année 21-22, en avril dernier, on pensait que le déficit serait de 155 milliards. Pour la même année, à la mise à jour de décembre dernier, on penserait qu'il serait de 145. Et finalement, il sera de 114. Donc, vous voyez, pour chacune des années, il y a une amélioration des soldes budgétaires malgré les nouvelles initiatives annoncées hier. Puis, on le voit, en 2026-27, on est à un déficit de 8,4 milliards, comme j'ai déjà mentionné. Donc, sur un budget de 500 milliards, c'est quand même, somme toute, assez modeste. Donc, on est presque à l'équilibre. Avec un peu de volonté, on serait à l'équilibre. Maintenant, on va regarder les nouvelles initiatives. Je vous disais qu'il y en avait pour 63 milliards, mais une fois honnête avec les mesures de financement, on arrive à 31 milliards de nouvelles initiatives. Vous voyez, bon, j'ai tenté de refaire les appellations gouvernementales, mais environnement, économie, ça en va avec 12,4 milliards. La réconciliation, notamment avec les Autochtones, à 10,5. Le logement abordable, un autre 10 milliards. Presque 10 milliards pour le Canada dans le monde, qui comprend beaucoup l'augmentation des dépenses militaires, 7 milliards pour les soins de santé, vous voyez, etc. Donc, on voit un peu comment a été ciblées les nouvelles initiatives du gouvernement fédéral. Ici, simplement vous montrer que ce qui permet d'avoir plus de dépenses et d'améliorer nos soldes budgétaires, c'est parce que les revenus peut-être ont augmenté un peu plus que prévu. Et donc là, on voit l'évolution des revenus attendus pour le gouvernement fédéral d'ici 2026-27. Ici, je vous montre les dépenses à gauche, mais dans le fond, l'attention va être davantage portée du côté d'un poste de dépenses en particulier, qui est les frais sur la dette publique. Vous voyez que ça passe de 25 milliards à 43 milliards. Donc, avec l'augmentation des taux d'intérêt, avec l'augmentation de la dette, cumulée à l'augmentation des taux d'intérêt, bien, ça va nous coûter plus cher financer notre dette. Puis, vous le voyez à droite, cette fois-ci, les intérêts sur la dette qu'on paie annuellement en proportion des revenus que le gouvernement collecte. On voit qu'il y a une augmentation
de 6,3 % à 8,6 % en 26-27. Pardon. Donc, une augmentation de la proportion des intérêts sur la dette payée par rapport aux revenus que nous collectons. Ici, je regarde les charges de programme fédéral. Donc, vous voyez que pour les années l'année qui a débuté à partir du 1er avril, donc 22-23 et suivantes, on voit que les dépenses vont être plus élevées que ce qui était prévu dans le budget de l'année dernière. Et on voit donc grosso modo, là, qu'on parle peut-être de plusieurs dizaines de milliards de dépenses additionnelles. Je vous montre ici les dépenses fédérales toujours, mais celles qui concernent spécifiquement les transferts aux individus. Donc, lorsqu'on parle du transfert aux individus, on va regarder le bleu, le premier poste vers le bas pour commencer. Et là, on voit qu'il y a une bonne amélioration des prestations aux aînés. Donc, ça cumule une petite bonification qui est pour les aînés de 75 ans et plus et l'augmentation du nombre d'aînés dans une société où il y a une transition démographique ou une société qu'on pourrait dire vieillissante. Le volet bâton rouge, bien là, vous voyez qu'avec la transition démographique, les familles on ne voit pas un grand nombre d'enfants augmenter durant la période. Donc, le coût de l'allocation canadienne pour enfants est beaucoup plus stable que ne l'est les prestations pour les aînés. Et le dernier volet orange, bien là, vous voyez qu'une fois que les mesures de soutien COVID disparaissent, le poids de l'assurance chômage perd de son importance pour revenir à peu près au niveau qu'il y avait avant la pandémie. Donc, 1 $ sur 5 dans les transferts aux individus va à l'assurance emploi. Je poursuis, je regarde maintenant les transferts aux administrations. Vous voyez que le transfert canadien pour la santé augmente. Peut-être pas beaucoup entre 21-22 et 22-23, mais par la suite, là, ça reprend l'ascension. Les transferts pour les programmes sociaux augmentent beaucoup plus lentement et la péréquation, elle, augmente quand même significativement de 21 à 27 milliards durant la période de 6 ans. Puis, le dernier poste haute comprend également les transferts pour le financement des services de garde. Donc, vous voyez que c'est un poste plus petit, mais qui est quand même en augmentation. Ici, un dernier mot là, sur l'état des finances publiques pour vous parler de la dette fédérale. Donc, la dette fédérale a bien sûr augmenté avec la pandémie, mais quand on regarde le poids de la dette fédérale en proportion de notre économie, vous voyez vers le graphique à droite, vers la droite du graphique, l'effet pandémique a fait augmenter le ratio de la dette en proportion du PIB, mais à un niveau nettement inférieur à ce qui existait au milieu des années 90. Il faut quand même reconnaître ça. Puis on voit que le pointillé rouge-vin est en diminution, plus rapide que ce qu'on laisse compter dans le budget 2020 d'il y a un an. Et c'est ce qui nous permet de voir que le ratio dette-PIB va avoir diminué de 5 points de pourcentage de 46,5 à 41,5 en l'espace de 6 ans. Donc, on est sur une tendance de rétablissement de notre solde dette en proportion du PIB. Bon, maintenant, je sais qu'il y a quand même un bon nombre de gens qui sont intéressés à entendre parler des mesures, notamment budgétaires, mais surtout les mesures fiscales. On va commencer par la mesure la plus importante du budget d'hier, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison. Certains l'ont baptisé déjà le CELI App. Donc, le CELI App, c'est un gros changement, autant que le changement en 2009 quand le CELI a vu le jour ou que le REER a vu le jour en 1957, donc il y a 65 ans. C'est des gros changements. Ce compte-là va être disponible à partir de 2023, donc dans un an. Tantôt, dans un autre groupe, il y avait le ministre des Finances du Québec qui disait « Je ne peux pas dire tout de suite que je vais m'harmoniser ». Il semblait avoir quand même un biais favorable à l'harmonisation, mais il dit « On a du temps pour
poursuivre les discussions, évaluations là-dedans. Mais on comprend que pour qu'il y ait sa pleine vigueur pour les Québécois, il faut que le Québec harmonise cet élément-là avec le gouvernement fédéral, du moins sur les grandes lignes ou les grands principes. Bon, ça vise à accumuler de l'épargne en vue d'acheter une première maison. Vous voyez que l'expression première maison est entre guillemets, puis je vais vous dire pourquoi dans 2 instants à peine. Pour pouvoir ouvrir un compte libre d'impôt pour l'achat d'une première maison, il faut résider au Canada, il faut être âgé de 18 ans et plus. Il n'y a pas de limite d'âge à la hausse, là. On peut avoir 89 ans et avoir le droit de s'ouvrir un compte. Et quand on dit première maison, ça signifie ne pas avoir été propriétaire dans l'année où on ouvre le compte et dans les 4 années précédentes. Donc, quelqu'un de 89 ans qui a eu une maison toute sa vie jusqu'en 2014, on est en 2022, ça fait dans les 4 années précédentes et dans l'année de l'ouverture du compte 2023, il n'y aura pas eu de résidence. Il va donc pouvoir s'ouvrir un compte selon les règles actuelles. Il s'agit d'un compte individuel. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire d'une résidence, mais que votre conjoint l'est, vous êtes quand même admissible à votre compte individuel. Et les 2 membres du couple ont droit à chacun un compte individuel, si bien que lorsqu'on dit que les cotisations sont de 8 000 par année, bien, c'est 8 000 par conjoint, par compte. Les cotisations, pas certains, le Parti libéral en élection au mois d'août dernier disait que c'est le meilleur des 2 mondes. On peut déduire les cotisations comme le REER et on n'a pas à s'imposer sur le retrait comme le CELI. Bon, pour le contribuable, effectivement, c'est le meilleur des 2 mondes. Pour les finances publiques, c'est plus paradoxal d'avoir un régime de cette nature-là. Donc, 8 000 par année de cotisation maximale pour un maximum de cotisation à vie de 40 000. Et donc, ça, il faut le souligner. Si vous avez de l'argent dans votre REER et vous n'avez pas les moyens de contribuer à un CELIAP, vous pouvez transférer des sommes du REER au CELIAP sans conséquences fiscales. Ça veut dire que ça ne sera pas considéré comme un retrait REER. Évidemment, comme vous avez eu la déduction REER, vous n'aurez pas le droit à la déduction CELIAP, mais ça va être transféré sans conséquences fiscales. Pour le reste, les revenus de placement sont non imposables comme le CELI. Probablement qu'on va pouvoir placer dans ce compte-là de la même façon qu'on peut avoir tous les placements qu'on a dans un CELI. Et au moment du retrait pour l'achat de la première propriété, ça ne sera pas imposable. Vous pouvez faire un retrait une seule fois. Donc, je ne veux pas dire je vais en retirer à moitié. Vous le retirez, le compte peut être utilisé une seule fois. Et si vous n'avez pas acheté une première résidence après 15 ans, le compte va être fermé. Alors là, vous aurez 2 choix possibles. Vous imposer sur le retrait parce que vous n'avez pas acheté de première résidence ou transférer dans un REER ou un FER si vous ne faites pas d'achat. Et évidemment, ça va être transféré dans le REER, ça va continuer de croître libre d'impôt, mais au moment du retrait, ça va devenir imposable. Notez que pour le moment, les dispositions législatives n'ont pas encore été déposées. Donc ça, il faut garder ça en tête. Mais dans la documentation transmise lors du budget, on ne disait pas qu'on pouvait transférer dans un REER conditionnellement avoir de l'espace REER, contrairement à un régime enregistré d'épargne études. Là. Donc, il n'y avait pas de condition d'avoir de l'espace REER pour pouvoir faire le transfert. Le régime d'accès à la propriété existe toujours. Il va continuer d'exister, mais pour l'achat d'une première maison, vous ne pourrez pas utiliser les 2. Il va falloir choisir l'un ou l'autre. Donc ça fait le tour. De ce nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour la première propriété. Il y en aurait beaucoup à dire. Les plus vieux fiscalistes se rappelleront peut-être qu'en 1974, le gouvernement Trudeau père avait mis en place le régime enregistré d'épargne logement. Donc, il faut garder ça en tête. Ce régime-là a existé jusqu'à temps que les conservateurs l'enlèvent en 1985. Donc, gardons ça pour le moment à l'esprit. Et il y a c'est sûr que ça va entraîner beaucoup de fiscalistes et de planificateurs financiers à réfléchir
à est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'intention d'acheter une résidence, est-ce qu'il a néanmoins intérêt à cotiser à ce régime-là? Bon, d'après moi, la réponse va être oui, surtout dans un contexte de quelqu'un qui a les moyens d'épargner. Là, on comprend qu'il commence à avoir de plus en plus de véhicules d'épargne. Qui a la capacité de maximiser les cotisations REER, maximiser les cotisations CELI, maximiser les cotisations régime enregistré d'épargne-études et maximiser ces nouvelles cotisations au CELIAP. Donc, c'est clair que ça prend une grande capacité d'épargne pour maximiser tout ça. Donc, c'est pour ça que certains disent que ça profite davantage à ceux qui en ont les moyens. Ceci étant dit, je vois qu'il y a des questions qui s'ajoutent. Là, je vais les prendre à la fin là, parce que sinon, c'est un peu difficile de lire les questions en tout petit puis de poursuivre la présentation, mais on les note bien et on va les reprendre tout à l'heure. Si on s'en va du côté d'un autre crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation, bien ça, c'est un crédit qui était déjà existant, mais on vient dans le fond, doubler le montant maximal qui pourrait être demandé par ce crédit-là. Donc, avant, c'était à 15 de 5 000 maximum. Maintenant, c'est 15 de 10 000 maximum. Donc, au Québec, avec l'abattement, on est maintenant rendu à une aide maximale de 1 253. Et ça, ce changement-là est fait pour toute l'année, pour l'année 2022 et suivant. Donc, dès cette année. Il y a un autre crédit. Celui-là, c'est un nouveau crédit, le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Celui-là va commencer en 2023. Et donc, c'est un crédit, encore une fois, de 15 qui va s'appliquer jusqu'à un maximum de 50 000 de dépenses admissibles, donc une valeur de crédit de 6 263 au Québec en tenant compte de l'abattement. Les dépenses admissibles, c'est des dépenses durables qui font partie intégrante du logement. Donc, on comprend que quelqu'un qui a une résidence principale unique et qui l'agrandit en vue qu'il y ait une résidence secondaire qui soit greffée pour s'occuper, dans le cadre d'habitation multigénérationnelle, d'une personne âgée ou d'un adulte ayant un handicap. Et pour l'un ou l'autre, si on prend sa résidence principale et on y greffe un logement secondaire, on va être admissible à ce crédit-là, donc qui vous donnerait jusqu'à un remboursement de 6 263 sur 50 000 de dépenses admissibles. Le crédit d'impôt pour accessibilité domiciliaire, encore une fois, c'est un crédit existant. On le double également. Il passe de 10 000 à 20 000, 2 500 d'économie au Québec. Et là, ça s'adresse aux personnes de 65 ans et plus ou les personnes ayant personnes admissibles au crédit pour personnes handicapées, donc personnes ayant un handicap. On revient en 2022 pour l'année d'imposition, donc on fait des dépenses en vue de pouvoir rester de manière autonome dans son logement. Donc, ce crédit-là est donc doublé. Il y a aussi des mesures pour freiner la spéculation immobilière. Une première, on vient interdire les investissements étrangers dans le logement, que ce soit via une compagnie étrangère ou via des non-résidents. Pour les 2 prochaines années, il ne sera pas possible d'acheter un logement au Canada. La deuxième mesure, ce qu'on appelle, on appelait jusqu'à hier les mesures qui visent à contrer les flips immobiliers. Donc, le gouvernement fédéral, dans son budget, a trouvé un joli mot pour remplacer flip immobilier par la revente précipitée. Donc, avant ça, c'était toujours une question de fait. Quelqu'un qui revendait sa maison à l'intérieur de 12 mois pouvait quand même se qualifier à un gain en capital et à un gain en capital admissible à l'exemption de résidence principale. Maintenant, si c'est moins que 12 mois, ce n'est plus une question de fait. C'est réputé à être un revenu d'entreprise pour le contribuable. Puis là, bien, la fiscalité amène toujours des exceptions. Si vous revendez votre résidence principale à l'intérieur de 12 mois et que vous vous qualifiez aux exceptions suivantes, parce que le contribuable est décédé, ça explique la vente à l'intérieur de 12 mois, parce qu'il y a eu une rupture, parce qu'il y a eu l'ajout d'un membre au ménage, par exemple l'arrivée d'un enfant, parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu un changement d'emploi, parce que vous avez fait faillite,
parce qu'on vous a exproprié. C'est des raisons qui vont être acceptées pour que ça reste un gain capital et un gain capital admissible à l'exemption de résidence principale. Passé 12 mois, là, ça reste une question de fait. Ce n'est pas automatique que vous vous qualifiez comme exemption pour résidence principale, mais ça reste une question de fait. Donc, c'est l'essentiel des changements pour freiner la spéculation immobilière. Bon, pardon. Il y a d'autres mesures qui ont été mises en place également, donc des programmes incitatifs pour l'achat d'une première propriété. Ils veulent mettre en place une charte des droits des acheteurs. Ils veulent faire ça en collaboration avec les provinces, etc. Là, vous voyez un peu des politiques plus budgétaires là, pour rendre le logement abordable. Donc, il y a une série de mesures. Dans certains cas, les détails vont être connus plus tard. Donc, vous voyez qu'au-delà de la fiscalité, il y a eu également d'autres mesures. Il y a une déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre pour les gens de métier. Bon, les gens de métier, là, c'est le secteur de la construction. Donc, en vue d'obtenir ou de conserver un emploi au Canada, si vous devez avoir un logement temporaire situé à au moins 150 km de votre résidence principale et que vous maintenez votre résidence principale, ce n'est pas quelqu'un qui déménage parce qu'il va travailler ailleurs, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je maintiens ma résidence principale, mais mon employeur m'amène à aller travailler à plus de 150 km de ma résidence ordinaire. » Mais là, vous allez avoir droit à des dépenses admissibles maximum de 4 000 $ par année pour un logement temporaire, le transport ou les repas pendant le transport. Et ces dépenses-là, admissibles, sont plafonnées à 50 % du revenu de travail que vous faites. Donc, pour avoir droit aux 4 000, même si vous avez toutes les dépenses, il faut avoir au moins gagné 8 000. Donc, c'est ça que ça vient nous dire. C'est rentre en vigueur aussi pour l'année d'imposition 2022. Bon, il y a des mesures du côté de la santé. Je ne rentrerai pas dans les chiffres, là, mais notez qu'il y a une taxation du vapotage qui avait été annoncée un peu à l'automne, mais là, on indique les paramètres. Là, et on invite les provinces à embarquer dans cette taxation du vapotage-là, qu'il sera même possible de se partager les recettes collectées. Toujours pour la santé, il y a un élargissement du crédit pour frais médicaux. Donc, si vous remboursez à d'autres personnes des frais médicaux qui sont notamment payés à des cliniques ou à des banques de donneurs en vue de devenir parents, ces frais-là sont dorénavant admissibles. Donc, notez que c'est des remboursements de frais médicaux payés par quelqu'un d'autre qui devient permis, mais il demeure toujours interdit de donner une contrepartie, par exemple, aux mères porteuses ou aux donneurs de sperme. Donc, c'est si ces personnes-là ont des frais médicaux et que vous les payez pour eux, ça sera des frais médicaux pour vous. Mesures budgétaires, donc suite à l'alliance avec le NPD, les soins dentaires pour les Canadiens. On commence dès l'année 2022 pour les personnes de 12 ans et moins. En 2023, on élargit aux personnes de 18 ans et moins, aux aînés et aux personnes en situation de handicap. Et le programme devrait être complètement mis en œuvre pour 2025. Ce n'est pas tout le monde qui va être admissible. Il va y avoir une limite de revenu familial de 90 000 $. Puis là, pour le moment, là, encore une fois, il y a plus de détails suivront. On n'a pas d'informations sur quels seront les soins dentaires inclus. Est-ce que l'examen est compris ou c'est juste le traitement comme tel? Et quel sera le montant de la quote-part à payer si, dans certains cas, quote-part il y a? Donc, plus de détails vont suivre. On est encore dans l'inconnu de ce côté-là. Le gouvernement fédéral aussi, pour accélérer là, les retards causés par la pandémie dans les chirurgies et la procédure médicale, a transféré 2 milliards sur l'année 2021-2022 aux provinces. Il tenait à le souligner dans son budget. Si on va du côté des sociétés, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? On va aller voir ça. On peut vous dire, d'abord, il y a eu des hausses, mais extrêmement ciblées du côté des banques et des assureurs vie. Donc, on a
mis en place un dividende pour la relance du Canada. C'est un drôle de mot parce que dans le fond, on va chercher une ponction auprès des banques et des assureurs-vie, un élément qui est ponctuel, qui est rétroactif. Donc, les banques et les assureurs-vie ont fait des profits dans une année se terminant en 2021. Ils ont payé de l'impôt sur les profits dans le cadre du régime normal à Ottawa et au Québec, dans notre cas. Ensuite de ça, on vient chercher une ponction additionnelle de 15 % sur le profit des banques et des assureurs-vie pour toute leur année qui s'est terminée en 2021. On va calculer ça en 2022, puis on va leur dire, vous avez 5 ans pour payer. Donc, en gros, c'est ce qu'on vient faire. Donc, à un groupe limité de contribuables, on va chercher 4 milliards, puis on dit sur 5 ans, même si c'est ponctuel, parce qu'on étale leur paiement sur 5 ans. Et puis, on met une exemption là, pour les groupes là, qui est de 1 milliard sur ce dividende-là. Le même groupe de banques et assureurs-vie est aussi visé par une augmentation du taux d'imposition normal. Donc, pour les banques et assureurs-vie, ils vont avoir un taux 1,5 % plus élevé pour toutes les années se terminant après le 7 avril de cette année. Dans ce cas-là, ce n'est pas une mesure ponctuelle, c'est une mesure permanente, jusqu'à temps qu'un législateur change le taux ou abolit cette mesure-là. Et dans ce cas-là, l'exonération est beaucoup plus modeste. On parle de 100 millions de revenus imposables sur lequel le premier 100 millions du groupe, le 1,5 % ne s'appliquera pas. Ça va seulement s'appliquer sur l'excédent. Et pour les assureurs, il y a une troisième mesure qui vient s'appliquer à eux. Donc, les IFRS, les normes comptables sont changées, notamment dans la détermination de profits à l'étranger. Et ça leur amène, à partir de l'année 2023, des revenus anticipés pour le gouvernement canadien d'un autre 2,5 milliards sur 4 ans. Donc, 3 façons bien distinctes d'aller chercher de l'argent auprès d'assureurs et 2 sur 3 là, auprès des banques. Bon, il y a eu une révision également de la déduction accordée pour les petites entreprises, la DPE. Donc, actuellement, le taux, c'est 9 % sur le premier 500 000, mais on vient limiter là, le plafond des affaires en fonction du côté fédéral de 2 mesures. Le capital imposable, donc s'il est en bas de 10 millions, on ne réduit rien. S'il se situe entre 10 et 15, on réduit progressivement le plafond des affaires. Ou sinon, on tient compte des revenus de placement qui sont en bas de 50 000, on n'en tient pas compte. Puis entre 50 000 et 150 000, on réduit également. Puis le plafond des affaires correspondait au plus faible des possibilités en fonction de ces 2 éléments de réduction-là. Ce qu'on vient faire pour le capital imposable, au lieu que ça se réduise entre 10 et 15 millions, on vient le réduire entre 10 et 50 millions. Donc, il n'y a pas de réduction de taux de DPE. Le DPE reste le même, mais les entreprises qui n'avaient pas droit en fonction d'un critère de réduction vont maintenant pouvoir y avoir droit en tenant compte de ce changement. Bon, je poursuis. Je vais aller un peu plus vite là, du côté de la fiscalité internationale. On sait qu'on discute depuis longtemps avec l'OCDE, notamment les propositions, pilier 2, etc., donc d'un impôt minimum de 15 %. On a toujours en tête de mettre ça en place en 2023, bien que la date exacte ne soit pas déterminée et que les revenus non plus ne le soient pas. Donc, on a cette volonté-là, mais encore une fois, on envoie le signal, mais beaucoup de détails vont rester à arriver par la suite. Il y a également l'assujettissement à l'impôt canadien des revenus de placement tirés de certaines compagnies étrangères. Donc, effectivement, là, il y a des resserrements qui sont faits. Même chose du côté de l'économie numérique. Donc, il y a des obligations de divulgation de la part des opérateurs de plateformes en ligne. Donc, les revenus ne sont pas estimés, mais ça va s'appliquer aux années après 2023, donc 2024 et suivant. Et là, je pense vraiment, vous avez vu l'International économie numérique, j'en parle un peu plus vite, pas parce que ce n'est pas intéressant, mais je sais
c'est plus limité, donc ça intéresse un moins grand nombre de personnes qui sont connectées présentement. Je veux juste aussi porter à votre attention, même si je vais vite, là, qu'il y a des mesures budgétaires aussi qui sont là pour stimuler la croissance économique. Donc création d'agences canadiennes pour l'innovation et l'investissement, etc. Là, donc, vous voyez qu'il y a des annonces qui ont été faites. L'environnement. Bon, l'environnement, il y a quelques mesures. Ici, je vais vous parler notamment d'un nouveau crédit d'impôt remboursable pour lorsque une entreprise investit dans le captage, l'utilisation ou le stock de carbone. Donc, dans le fond, c'est pour la réduction des CO2, là. On donne un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit-là s'applique depuis le 1er janvier 2022. C'est un crédit qu'on annonce quand même assez long terme parce qu'on donne les taux du crédit de 2022 à la fin 2030, puis on annonce les taux du crédit de 2031 à la fin 2040. Puis essentiellement, dans la deuxième période, les taux sont diminués de moitié. C'est ça qu'il faut retenir. Mais pour 2022 à fin 2030, si vous acquérez comme entreprise de l'équipement pour le captage, le gouvernement vous envoie un crédit d'impôt remboursable de 60 % du coût. Donc, l'équipement vous coûte 10 millions, on vous renvoie 6 millions. C'est quand même des mesures qui sont significatives à cet égard-là. Après ça, on arrive à d'autres mesures pour l'environnement, notamment on élargit les réductions de taux des sociétés pour les fabricants de technologies zéro émission. On ajoute ça pour les fabricants aux fabricants de thermopompes à l'air. Puis, on a de l'amortissement accéléré pour les thermopompes à l'air également. Donc, le coût de ces deux mesures-là représente à peu près 50 millions sur 5 ans. Là, donc, c'est quand même un peu plus modeste. Mais pour certaines entreprises, ça peut paraître. Puis là, je vous donne un autre élément du côté environnemental. On a longtemps parlé d'actions accréditives. Bien, pour les actions accréditives, pour l'activité pétrolière, gazière et du charbon, bien, les sociétés ne pourront plus renoncer à certaines dépenses pour les attribuer aux investisseurs dans toutes les conventions qui seront conclues après le 31 mars 2023. Donc, ça, c'est la fin de l'avantage, dans le fond. C'est quand même important à savoir, bien que ce n'est pas une mesure qui est en termes de manque de gains de financiers pour l'État qui est significative. Puis là, il y a plein de mesures qui sont aussi budgétaires pour l'environnement. Je vous donne un dernier élément. Mettons, il y a de plus en plus d'intérêt pour l'acquisition de voitures électriques. Mais dans le cadre du budget fédéral d'hier, on a annoncé que jusqu'à 2025, l'achat de véhicules zéro émission va vous donner droit aux subventions, le fameux 5 000 $, que la subvention sera même élargie à des fourgonnettes camions ou VUS. Mais là, on ne donne pas des détails. On ne donne pas est-ce que le montant sera haussé, à partir de quand, c'est ça. On manque de détails sur mais il faut garder ça en tête. Il y a une indication que ces subventions-là à l'achat de véhicules électriques sont là encore jusqu'en 2025. On met aussi, on investit pour qu'il y ait de plus en plus de bornes de recharge. Donc, ça aussi, c'est des éléments qu'il faut tenir en compte. Bon, ça fait le tour des principales mesures fiscales et budgétaires pour les sociétés et les entreprises. Je voulais juste aussi peut-être vous dire un élément ici, là, dans le contexte de la guerre en Ukraine, dans le contexte des pressions internationales pour que les pays investissent plus ou fassent plus de dépenses militaires, le gouvernement canadien annonce qu'il va augmenter ses dépenses militaires de 6 milliards sur 5 ans. C'est encore en deçà des seuils demandés par certaines organisations, mais c'est quand même une hausse du financement de la défense nationale. Bon, et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant qu'on passe à la période de questions? Je peux vous dire, si vous voulez plus de détails sur le budget fédéral, vous pouvez évidemment le consulter là, sur budget.gc.ca, évidemment 2022.
Et puis, en terminant, vraiment, que la chaire est quand même assez active dans assez active dans ses midi-conférences. Donc, on vous invite déjà pour le 27 avril prochain, dans le cadre de notre série de conférences en route vers les élections québécoises. On aura justement un midi-conférence sur le défi environnemental, point de vue d'ici, point de vue d'ailleurs, donc avec nos conférenciers. Et 2 jours plus tard, à la veille de l'augmentation du salaire minimum, bien, on aura un midi-conférence qui va s'intéresser à qui sont les ménages québécois qui travaillent au salaire minimum ou presque au salaire minimum, quel est l'effet de la hausse du salaire minimum pour 2022 et quel est l'impact pour ces ménages-là des mesures exceptionnelles pour le coût de la vie, notamment là, qui ont été annoncées par le gouvernement du Québec. Donc, 2 midi-conférences pour lesquelles on vous invite, si ça vous intéresse, de vous joindre à nous. On aura beaucoup de plaisir à partager avec vous une série d'informations à ce moment-là. Donc, sans plus tarder, je redonne le micro à Suzy pour la période de questions. Merci, Luc. Tu enlèves le partage de la présentation aussi. Donc, on a quelques questions. J'ai réactivé les caméras et les micros. Donc, ceux qui souhaitent poser des questions peuvent aussi utiliser la main levée et donc poser la question verbalement. Sinon, mais il y a la conversation. On a déjà 3 questions dans la conversation. Je commence avec la première. Quelqu'un s'interroge sur ce qui demande qu'est-ce qui explique pourquoi le Canada aura une croissance du PIB si faible dans l'analyse de l'OCDE. Donc, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, sinon, moi, je peux quand même l'aborder. Là. Moi, j'étais allée voir un peu cette partie-là. Je sais que tu es allé voir plus que moi, là, donc je vais te laisser répondre à cette question. Oui, j'ai préparé ce petit bout-là. Donc, grosso modo, si on va voir l'analyse, c'est pas le PIB comme tel qui est moins, là, c'est vraiment la croissance attendue du PIB par habitant. Donc, jusqu'en 2060, c'est en effet une croissance moins. Grosso modo, dans l'analyse de l'OCDE, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les déterminants de cette croissance par habitant. Il y a la productivité du travail, investissement des entreprises, taux d'emploi, population active. Et au Canada, les éléments emploi, population active contribuent un peu de façon négative, notamment à cause de la transition démographique. C'est vrai aussi au Québec, mais c'est vrai aussi au Canada. Et dans la productivité du travail et l'investissement par entreprise, on voit que les contributions sont moindres que pour les autres pays dans certaines périodes, ce qui explique notre classement qui est un peu moins positif et la raison pour laquelle les gouvernements vont insister pour augmenter la productivité du travail et les investissements des entreprises. Ça explique la mise en place de certaines mesures. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Parfait. La prochaine, toi, ça répond à ta question. Oui. C'est bon. Donc, Luc, une question sur comme on l'appelle, le CELI-AP. Est-ce que l'argent devrait être dans le compte pendant un minimum de temps? Par exemple, si on place 8 000 $ en janvier 2023, est-ce possible d'acheter dès le printemps 2023? Est-ce qu'on sait déjà de ça? C'est pas précisé. La réponse, ça devrait être oui. Peut-être qu'il y aura un petit délai, là, comme un peu le rap de quelques jours, là, mais la réponse serait oui, mais vous n'aurez pas maximisé un outil qui vous pouvez utiliser une seule fois dans votre vie. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas plus que 8 000 dans votre CELI-AP si vous le retirez après une semaine. Là. Donc, alors que vous auriez l'opportunité de le faire croître pendant 15 ans et d'avoir contribué 40 000. Cela dit, le texte législatif va sûrement prévoir peut-être une durée minimale de 60 jours ou 90 jours, mais pour le moment, ce n'est pas précisé. Donc, ce serait oui. D'accord. Donc, plus de détails à venir donc, dans ce cas-là. Je peux peut-être prendre la question de M. Yves Ouellette. Donc, si vous voulez ouvrir votre caméra, vous avez levé la main, M. Ouellette. Ouvrez votre caméra, votre micro. Merci. Oui, bonjour. Oui, écoutez, ça m'a peut-être échappé. Ma question est de savoir, si ma compréhension est bonne, le nouvel outil pour le CELI, pour l'achat d'une première maison, si je comprends bien, ça donne une déduction au moment où les gens cotisent et c'est non imposable au moment où les gens sortent l'argent pour acheter leur première propriété. Est-ce que ça revient à dire que le gouvernement est prêt à subventionner jusqu'à 40 000 $ pour l'achat de la propriété ou c'est les mêmes conditions que pour le REER lorsqu'on rappe? Autrement dit, c'est non imposable à condition où il retourne l'argent dans le fonds.
Donc, c'est une bonne question parce que c'est non seulement, si vous mettez 40 000 là, sur 5 ans, là, c'est le 40 000 qui va vous avoir donné droit à des déductions, mais tout le rendement sur le 40 000 et le rendement sur le rendement pendant, mettons, vous le laissez 10 ans, tout ça n'est jamais imposé. Quand vous achetez votre première maison, vous n'avez jamais à remettre ça à nulle part, là. Donc, c'est la libération à jamais, là. OK, c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup. C'est pas moi qui le fais, le cadeau. Ouais. Merci. OK, une prochaine question. Quelqu'un demande, avec les revenus non attendus et la hausse des taux d'intérêt à prévoir, pourquoi ne pas se concentrer sur la réduction de la dette? Une analogie, quand on paye l'épicerie avec la carte de crédit, on gagne à la loterie, mais on achète une nouvelle voiture au lieu de payer la carte de crédit, si je comprends bien. Ben là, dans le fond, faut quand même se rappeler, là, le gouvernement fédéral libéral, élu depuis 2015, une fois majoritaire, 2 fois minoritaire, a jamais eu une volonté. Ils se sont fait élire en 2015 en disant on va faire de petits déficits. Donc, en faisant de petits déficits, on s'entend qu'on n'a pas une politique de remboursement de la dette, on a une politique d'aggravation modeste de la dette parce que la dette va augmenter en argent. Eux, ils ont toujours dit on a les yeux sur la dette en proportion du PIB. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'est aggraver cette dette-là. Là, évidemment, est arrivée la pandémie, c'est sûr que le poids de dette PIB a augmenté, mais vous voyez qu'il y a une tendance à la baisse, et je crois que c'est ce qui satisfait la ministre Freeland en disant mon ratio passe de 46,5 à 41,5 en l'espace de 6 ans. C'est ça pour eux, avoir une politique de réduction de la dette, c'est en importance relative et non pas en absolu. Oui, merci. Très clair. Quelqu'un me demande, puisque ce n'est pas possible de combiner les programmes RAP et CELI-AP, les gens qui ont déjà des fonds dans le RAP seront moins aptes à cotiser dans le CELI-AP. Oui et non. Il y a une possibilité, parce qu'on dit si vous avez de l'argent dans votre RAP, il n'y a pas d'argent dans le RAP, dans le fond, il y a de l'argent dans un REER qui pourrait servir à RAPer. Mais si vous avez de l'argent dans votre REER, on va vous permettre de prendre l'argent du REER et de le mettre dans votre CELI-AP sans conséquences fiscales. Ça veut dire que vous avez déjà contribué 40 000 dans votre REER, vous avez eu droit à des déductions. Lorsque vous retiriez du REER, ça leur aurait été imposable, à part si vous RAPez, mais si vous RAPez, vous seriez obligé de le remettre dans le REER. Là, si vous prenez le 40 000 du REER et vous le mettez à coût de 8 000 par année là, sur 5 ans dans le CELI-AP, il n'y aura pas de conséquences fiscales, donc vous n'aurez pas, ça ne sera pas considéré comme un retrait REER. Vous avez déjà eu une déduction, vous n'aurez pas droit à une déduction 2 fois, mais lorsque vous allez prendre cet argent-là, ça ne sera jamais imposable non plus, comme on vient de le dire. Par contre, c'est précisé là, dans la documentation qu'on a reçue, ça ne viendra pas vous réouvrir un droit de recotiser 40 000 dans votre REER. C'est un choix que vous faites de transférer de l'argent, mais vous brûlez des cotisations REER. Alors, mais si jamais on ne les utilise jamais pour acheter une maison, on peut les ramener dans le REER, même si on n'avait plus de droit de REER. Oui. C'est l'information qu'on a jusqu'à actuellement, jusqu'à présent. OK. Prochaine question. La tendance baissière du déficit budgétaire ne constitue-t-elle pas un contrat pour la croissance prévisionnelle? Oups, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La tendance baissière du déficit budgétaire ne constitue-t-elle pas un contraste pour la croissance prévisionnelle? Ben, la proportion du déficit doit. On sort d'une pandémie, là, on avait un déficit de 350 milliards. C'est normal qu'il faut que ça baisse. Là. Ouais, il y avait des dépenses ponctuelles à l'intérieur de ça. Les dépenses ponctuelles prennent fin, donc c'est normal. En plus, non seulement il y avait des dépenses ponctuelles, mais il y avait eu des chutes de revenus parce que l'économie avait été en arrêt là, avec les périodes d'isolement. Donc,
Non, je ne pense pas que c'est un contraste, là. C'est normal. C'est normal que lorsque l'économie va bien, là, le dicton là, ou les théories économiques de Keynes là, dans les années 30, là, mais qui ont perduré, c'était ça. C'est quand l'économie va mal, on fait des déficits pour soutenir l'économie, puis quand l'économie va bien, bien, l'État se retire un peu, puis on fait des surplus pour assainir nos finances publiques, pour être prêt à faire face à un autre choc plus tard. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Question de Mme Fortin. Il me semble avoir vu que le gouvernement demandait aux institutions financières de fournir la valeur marchande des REER et des FER. Quel en est le but? Je peux dire oui, tout à fait raison. Il a été demandé de fournir ça. Je ne sais pas exactement quel a été le but. J'avoue que j'ai passé un petit peu vite parce que ça ne concerne pas le citoyen. Là, donc, j'ai passé par-dessus un petit peu en disant ça ne vient pas changer les façons de faire des contribuables. D'après moi, c'est d'avoir plus d'informations. C'est quand on dit, on demande aux institutions financières de transmettre le gain à capital réalisé par les gens sur des achats-ventes d'actions. C'est parce qu'on veut de l'info, puis s'assurer que les gens soient bien imposés. Mais je ne peux pas en parler bien plus intelligemment que ça. D'accord. Une question à main levée, donc, de Niereke Théa. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom, probablement pas. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro. La question par rapport à la tendance baissière, elle est déjà répondue. Je m'excuse, vraiment. Pas de problème. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. D'accord. Une autre question, les cotisations au nouveau CELI, ça intéresse beaucoup. Pour l'acquisition d'une propriété qui ne sont pas déduites parce que les revenus non suffisants, seront-elles reportables comme elles le sont pour les REER, à votre avis? Bon, là, ça, c'est le côté plate de présenter une mesure puis de ne pas mettre les textes législatifs. Donc, on ne peut pas répondre aujourd'hui. Est-ce que, parce qu'on dit que ça s'adresse aux jeunes qui pourraient acquérir une première maison, donc, un étudiant de cégep qui gagne seulement 14 000, mais qui a une capacité d'épargne pour une raison X, qui met 6 000 de côté, qui veut le mettre dans son régime, est-ce qu'il est obligé de le déduire la première année ou il peut dire « je cotise et je déduirai plus tard comme c'est permis pour le REER » ? On ne le sait pas. Ce n'est pas précisé. C'est ça. Là, les questions sont plus dans le détail. Là. La même chose peut-être pour la prochaine. Est-ce que je peux cotiser dans le CELIAP de ma conjointe et bénéficier du crédit d'impôt vu qu'elle n'a pas de revenu imposable? Et ce n'est pas précisé non plus. Comme je comprends dans le cas d'un REER, qu'on peut cotiser dans le REER de son conjoint à la condition qu'on ait nous-mêmes de la place dans notre régime, à nous. Si c'est la conjointe qui a de l'espace REER, il faut que ce soit, puis que vous n'en avez pas, il faut que ce soit faut que ce soit elle qui cotise dans son propre régime. Il n'y a pas ce genre de précision-là encore. Si dans le CELIAP, il va y avoir une particularité pour cotiser dans le CELIAP de son conjoint, je ne crois pas, je ne crois pas, mais c'est pas dit encore. Pas précisé, c'est ça. D'après vous, en quoi ce budget contribue-t-il à l'amélioration de la productivité du Canada? Il y a quand même plusieurs initiatives, pas nécessairement fiscales, mais budgétaires, pour lesquelles j'ai passé un peu vite, qui cherchent à s'attaquer à ce volet-là, productivité, innovation. Je pense que ça ne s'en va pas dans toutes les directions. Je pense que ça peut fonctionner un peu parce que c'est la ministre là, qui a mis le graphique que je vous ai présenté du PIB par habitant qui croît le moins vite dans les 40 prochaines années. Donc, c'est à ça qu'elle veut s'attaquer. Donc, je pense que c'est à travers des initiatives non pas fiscales, mais budgétaires qu'elle veut y arriver. Puis, dans la tête de la ministre des Finances, pas dans le budget-ci, mais dans les budgets, dans son précédent budget, les garderies à contribution réduite à l'échelle canadienne vont favoriser l'accès des deuxièmes conjoints au marché du travail et donc favoriser la croissance économique canadienne. Et elle sourçait l'inspiration québécoise à cet égard-là. Donc, c'est un peu ça. Mais pour cette année, là, c'est plus les mesures budgétaires.
Il y avait dans la présentation, là, comme tu disais, tu as passé vite, mais il y en avait pour la croissance économique. C'est lié beaucoup à des éléments de productivité. Il y en a pour la formation aussi, justement, budgétaire, qui peut contribuer à ça aussi. D'ailleurs, la présentation qu'on a faite va être en ligne, si ce n'est déjà fait, là, sur le site de la chaire. Donc, moi, j'ai passé vite, mais vous allez pouvoir le lire en toute tranquillité aussi. Là. Tout à fait. Une question plus générale, de votre point de vue, M. Godbout, quel point fort et quel point faible de ce budget fédéral? C'est un peu difficile quand même. Le point fort, c'est qu'on a un gouvernement, puis c'est correct, ce n'est pas une critique, on a un gouvernement plus dépensier. Avec l'alliance avec le NPD, techniquement, ça monte d'un cran un gouvernement plus dépensier. Et je crois que c'est soit la ministre des Finances ou son chef de cabinet ou sous-ministre, là, qui est Michael Sebia, l'ancien de la Caisse de dépôt au Québec, là, qui ont dit « OK, c'est correct, là, mais il faut quand même qu'on garde nos signaux d'ancrage budgétaire positifs. Et donc, si on veut faire des nouvelles initiatives, ça prend des nouveaux revenus. » Et c'est comme ça que ça amène une certaine réalité politique à vouloir dépenser plus. Donc, il faut être capable aussi de vendre des hausses d'impôts. Pour le moment, c'est tout à fait facile. Ils ont fait les promesses qui touchaient seulement les banques et les assureurs. Là. Moi, j'étais à Ottawa, il n'y aura pas beaucoup de manifestations ces jours-ci pour les défendre. Mais le reste, si on veut aller avec des augmentations plus précises de dépenses, des hausses plus précises de revenus, c'est toujours un peu plus difficile. Là. C'était le point fort, mais les points faibles, t'en avais-tu? Le point faible, moi, je suis quand même un peu critique sur le CELIAP. Là. Je trouve que point de vue de politique fiscale ou de... Oui, j'ai un peu de misère avec la notion de déduction, jamais imposition, dans un contexte où il y a beaucoup d'épargne, il y a beaucoup de véhicules d'épargne existants. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ou trouver autour du régime d'accès à la propriété des mesures facilitantes, ça n'aura pas été suffisant, là. Mais je pense que c'était une belle question pour clore cette conférence-là. Un petit mot de la fin, si tu le souhaites. Sinon, moi, je vais remercier tout le monde. Non, mais je pense qu'on a quand même eu un budget relativement prudent dans l'ensemble. Donc, on avait eu il y a 2 semaines un budget québécois aussi prudent. Donc, on a des ministres des Finances de chaque côté qui ont à cœur l'assainissement des finances publiques et on va regarder ça aller pour les prochains budgets. Bien, merci. Merci à tous. Merci. Merci de votre participation aussi nombreuse. À la prochaine.